secret défense jusqu'à la dernière seconde. Joe Biden, pour la première fois en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. De Joe Biden, donc aujourd'hui à Kiev, en Ukraine, en compagnie de Volodymyr Zelensky. Eh bien, je dirais que le président américain a posé aujourd'hui un acte historique, un acte d'une portée symbolique aussi forte que a pu l'être en 1963 le fameux Ich bin ein Berliner de Kennedy. C'est la même portée symbolique. C'est même plus qu'un symbole, c'est une phrase symbolique. Vous pensez qu'elles resteront autant dans l'histoire ? Je pense, oui. Oui, parce qu'elle se décline en plusieurs interprétations. Il y a d'abord une interprétation immédiate pour les Ukrainiens. Nous sommes, nous, le peuple américain, avec vous, as long as it takes, aussi longtemps qu'il faudra. C'est un peu le « quoi qu'il en coûte » de Mario Draghi. Il y a un message très fort destiné à Vladimir Poutine. Il met un terme, un échec, la stratégie de dissuasion offensive de Poutine. Il dit à Poutine, même pas peur. Si j'étais américain, je dirais un peu, même passez-moi l'expression, c'est un peu vulgaire, mais il dirait fuck you Poutine. Quoi, Ici, vous pouvez le dire. Donc voilà, même pas peur, ta dissuasion offensive, voilà ce que j'en fais, et tu gagneras pas cette guerre. C'est aussi un message pour les Chinois, en disant nous sommes sérieux. On va en parler aussi en troisième partie. Quand on vous dit de ne pas donner des armes et qu'il y aura des conséquences, on sait en langage diplomatique ce que ça veut dire. C'est un message pour les Européens. Là, ce qui serait plutôt type Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur qu'au dernier moment l'Amérique vous lâche. Eh bien, je vous montre que je suis le leader du camp occidental et que je serai à vos côtés. Enfin, il y a un message aussi pour sa propre population et son propre électorat. Il y a un sénateur républicain qui disait il ne faut jamais sous-estimer le vieux. Bon, il a fait quand même un acte de courage pour un homme de 80 ans. Quand on sait les difficultés qu'il faut pour préparer la sécurité d'un voyage d'un président des États-Unis, je peux vous dire qu'il a violé tout simplement son service de sécurité. Ça veut dire que c'est lui qui décide, c'est lui le commandant en chef, et ça contraste sérieusement avec un Donald Trump qui avait tout fait pour éviter son service militaire et ne pas aller à la guerre du Vietnam. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer le vieux, je suis là, et c'est pas une question d'âge, c'est une question de courage. Frédéric Moreau, on parlait beaucoup du timing aussi de cette visite de Joe Biden. C'est la première fois d'ailleurs qu'il se rend depuis le début de la guerre. Est-ce que c'est une visite qui arrive au bon moment ? Oui, je crois que c'est une visite qui arrive au très bon moment, parce que pour dire la vérité, il y a urgence. Il y a urgence. La situation sur le front du Donbass est critique. À force de tergiversation, d'atermoiements, de belligérance, de lignes rouges et de s'interroger sur la collébelligérance, comme d'autres s'interrogent sur le sexe des anges, on a pris un retard phénoménal et les troupes russes avancent, elles grignotent, alors c'est du grignotage, mais quand même, il y a quand même un rouleau compresseur qui s'est mis en place et qui est très dangereux. Quant au but de guerre, il faut être clair, enfin, il n'y a aucun mystère là-dessus. Les buts de guerre de l'Ukraine, c'est récupérer l'intégrité de son territoire. Enfin, il faut quand même pas... c'est quand même pas de la physique quantique. C'est récupérer l'intégrité. Alors, est-ce qu'ils y arriveront ? Ça, c'est une autre question. Mais il faut arrêter de trembler comme les feuilles d'un arbre dans le vent en se disant mais si on les aide à reprendre la Crimée, ça sera une ligne rouge, Poutine va utiliser l'arme nucléaire. Non, il ne va pas utiliser l'arme nucléaire. C'est des menaces dans le vent ? Ce ne sont pas des menaces dans le vent. Ce sont des menaces précisément appliquées pour terroriser, pour faire peur. C'est la stratégie de Vladimir Poutine. C'est la stratégie de Vladimir Poutine. C'est de la dissuasion offensive. Mais, oui, c'est de la dissuasion offensive. Il faut le prendre comme tel et le contrer comme tel. Le problème, c'est pas de savoir s'il va utiliser l'arme nucléaire ou pas l'utiliser. Personne n'est dans la tête de Poutine et personne n'est capable de le dire, même pas lui-même. Bien sûr. Mais ce qu'on peut faire, c'est dissuader Poutine de le faire. Et on ne va pas le dissuader en tremblant comme des feuilles. À quel point elle était risquée ? Est-ce qu'elle était risquée, cette visite ? Ah oui, je pense que c'est quand même risqué, oui.
Oui, honnêtement, enfin, il faut avoir déjà assisté à une visite d'un président des États-Unis pour voir le luxe de sécurité, la voiture blindée, la bête, comme ils l'appellent, qui vient, etc. Ils sont vraiment... Le président des États-Unis se déplace rarement. Voilà. Et le président des États-Unis, c'est pas lui faire Et rarement dans un terrain en guerre, en plus. Et c'est un monsieur de 80 ans, dans une ville en guerre, dans un État en guerre. Oui, c'est risqué. Faut pas se mentir. Julien. L'Ukraine, il a évoqué un souhait d'envoyer 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire dont les délais seront donnés demain, comme il le disait en conférence de presse. Est-ce qu'on se pose toujours la question, mais est-ce que ça peut faire une vraie différence sur le terrain ? Alors, 500 millions de dollars dans le total de l'aide militaire américaine déjà versée, qui est de 30 milliards de dollars, c'est juste un peu de plus. Bon, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui est critique pour l'instant, c'est les munitions. Tout le monde le sait, des deux côtés du reste, pas que du côté ukrainien. Ce conflit fait une utilisation jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale de munitions. Mais on a vu que les Occidentaux n'arrivent pas à suivre les demandes de l'Ukraine. N'y arrive pas, tout simplement parce que ça fait très très longtemps qu'on fabrique plus de munitions dans ces quantités-là. Et comme l'a dit Joseph Borrell du reste, maintenant il faut aller vite, il faudrait puiser dans le stock des munitions européennes. Ce qui est important, c'est pas tant ce qui est énoncé là, c'est peut-être ce qui n'a pas été dit et n'a pas été révélé. Je pense notamment aux avions de combat, je pense notamment aux missiles air-sol longue portée comme les ATACMS, dont il est question. Et sur cette question des avions, parce qu'on a vu les demandes de Volodymyr Zelensky lorsqu'il a fait sa tournée européenne, on sait qu'il pourrait en parler demain en Pologne, Joe Biden, mais est-ce que les Occidentaux finiront par craquer, si je puis dire ? Écoutez, d'après ce que l'on sait, il y a les Américains ont budgété depuis juillet 2022 des crédits pour la formation des pilotes ukrainiens aux États-Unis. Les Français ne le disent pas, mais d'après les sources que l'on a, il y a des pilotes ukrainiens, en tout cas des désignateurs au sol ukrainiens en France. Évidemment qu'on va y arriver. C'est aussi un des moyens de pallier à l'absence de munitions. Un obus d'artillerie, c'est bête à dire, mais c'est 10 kilos. Une bombe, c'est 150, 250 kilos, voire plus. Donc l'effet militaire produit par l'aviation de combat, notamment dans l'attaque au sol, sur le territoire ukrainien, pourrait faire la différence pour ouvrir des brèches, pour stopper des offensives et pour aller taper un peu plus dans la profondeur des dispositifs russes. Et puis, effectivement, les Russes qui ont des avions, pour l'instant, sont plutôt prudents dans l'usage qu'ils en font. Ça veut bien dire que ce terrain de guerre-là, ce théâtre d'affrontement-là, n'est pas tout à fait propice à des affrontements en l'air. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de systèmes de défense anti-aériens et que ça rend les opérations quand même compliquées. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, écoutez, oui, c'est tout à fait ça. Je voudrais dire, pour les téléspectateurs qui nous regardent, et pour essayer de vulgariser un petit peu les choses, un avion de combat, ce n'est pas juste comme un avion d'aéroclub, c'est un système d'armes. C'est un système d'armes. C'est le radar, c'est la manœuvrabilité, c'est la furtivité, mais c'est aussi, vous l'avez bien dit, c'est ce qu'on appelle en termes militaires l'effecteur. Les effecteurs, ce sont les bombes et les missiles. C'est ça qui, au fond, va produire l'effet militaire. C'est pas l'avion en lui-même. On n'en est plus au duel tournoyant de la guerre de Corée. C'est vraiment le missile. Voilà. Ce missile, pour être efficace, il a besoin de s'inscrire lui-même dans une manœuvre complexe. C'est-à-dire qu'il a besoin d'AWACS, c'est-à-dire d'avions de guet aérien qui vont surveiller la zone. Il a besoin de désignateurs au sol ou de pods de désignation laser. Voilà, ce qui fait la grande supériorité, et M. Rosenblatt l'a très justement dit, des armées occidentales, c'est leur supériorité technologique sur le nombre. Ça fait très longtemps qu'on s'y prépare. Du reste, ça porte un nom. Avant l'administration Trump, on parlait beaucoup aux États-Unis de Third Offset Initiative, c'est-à-dire très littéralement la troisième initiative destinée à compenser l'infériorité numérique des forces de l'OTAN vis-à-vis des forces du pacte de Varsovie qui étaient numériquement supérieures. Ça a été d'abord la première offset stratégie, c'était la dissuasion nucléaire. La deuxième offset stratégie, c'était les armes de précision guidées. Et ça fait très longtemps que les Occidentaux ont une capacité là-dedans. Et puis il y a eu la troisième. Ce dont manquent les Russes,
c'est la capacité d'intégrer leurs bombes guidées laser. Ils n'ont pas de pod de désignation laser. C'est pour ça qu'ils font des dégâts énormes. Ils ne savent pas tirer, ils ne savent pas viser. Les aviateurs larguent leurs bombes avant d'être sur l'objectif. Et c'est pour ça qu'il y a une relative discrétion de la part de l'armée de l'air russe depuis le début du conflit? Non, comment expliquer cette relative discrétion? C'est tout simplement les systèmes solaires. Hein. C'est la raison. Solaires. Voilà. Autre chose, je rejoins M. Rosenblatt sur le fait de dire que entre le moment où peut-être que la décision de donner des avions de chasse a déjà été prise. Et je pense à mon fort intérieur, en tout cas je veux l'espérer, qu'elle a déjà été prise. Mais ça ne sert à rien de l'annoncer maintenant. Encore une fois, il faut préparer les pièces de rechange, l'entraînement. La formation, à la limite, c'est la partie la plus facile. Si c'était le cas, pourquoi Zelensky le crierait sous tous les toits et tous les jours réitérerait cette demande? S'il savait que c'était déjà en route. Tout simplement pour mettre la pression et continuer à ce qu'on passe des paroles aux actes. Hein. Pour préparer les esprits. Voilà, pour préparer les esprits. Hein. Pour justifier ex post la décision des Occidentaux en disant on répond à l'offre de l'Ukraine. Mais c'est évident qu'on n'arrivera pas à percer le front sans une aviation de combat. Quoi, hein. Un dernier mot sur les avions avant qu'on se quitte une nouvelle fois quelques instants. Certains se posent aussi cette question. Est-ce que cette question d'armement occulte l'essentiel, c'est-à-dire une éventuelle résolution politique du conflit? Ah non, absolument pas. Je veux dire, ceux qui rêvent d'une négociation politique actuellement sont de doux rêveurs. Enfin, voilà, c'est très bien. On peut dire il faut des négociations, évidemment. On peut dire cette guerre se terminera par des négociations. Excusez-moi, en bon français, on appelle ça une lapalissade, évidemment. Mais encore faudrait-il que... Et on a vu aussi à quel point les négociations en Turquie n'aboutissent à pas grand-chose. N'aboutissent à rien, mais parce que... Pourquoi? Tant que les deux camps sont persuadés qu'ils peuvent avoir une victoire militaire sur le terrain, ils continueront. Donc le problème, c'est pas de favoriser ou de solliciter de façon incantatoire des négociations qui ne sont dans la main que des belligérants. Ça sert à rien que les présidents français, italiens ou allemands disent on est pour la négociation. Oui, vous dites je suis pour la négociation, je suis pour que la Terre tourne autour du Soleil. Mais moi aussi, je suis pour les négociations. Mais c'est pas en faisant des incantations qu'on va y arriver. Ce qui est important, c'est d'aider le camp que l'on soutient de façon claire et déterminée, justement, à pouvoir être en position de force pour négocier. C'est ça qui est important. Alors, il y a aussi, Frédéric Moreau, un an après le début du conflit, est-ce que la Chine reste le meilleur allié de la Russie? Écoutez, c'est un allié de loin, comme on n'aimerait pas en avoir, parce qu'effectivement, c'est un allié qui ne s'est pas engagé, ce qui en dit long sur la position extrêmement inconfortable de la Chine dans toute cette affaire, à la fois pour des raisons de droit, de symbole, c'est-à-dire la Chine qui a toujours été le plus grand défenseur de la souveraineté, de l'intégrité des frontières, etc., l'a volé au secours d'un État qui viole les frontières et la souveraineté de notre État, d'autant plus que la Russie est comme la Chine membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un peu fort de café. Et puis surtout, il y a les intérêts commerciaux. La Chine a beaucoup plus à perdre que la Russie d'une rupture des relations commerciales avec l'Europe, l'Union européenne qui est le plus grand marché solvable au monde, et ajouter à cela les États-Unis, enfin, c'est quand même autre chose. Parce que la Russie, c'était jamais qu'un exportateur de matières premières. Enfin, c'est une économie sous-développée, hein. On l'a suffisamment souligné partout. Mais la Chine, c'est pas le cas. La Chine, son économie est extrêmement imbriquée dans les chaînes de valeur, dans les chaînes de production avec l'Occident. Ça serait catastrophique pour la Russie et pour la Chine. Julien Ball, je reviens à cette déclaration. Pourquoi cette déclaration d'Anthony Blinken? Sur les armes létales Non, sur le fait que, effectivement, que la Chine pourrait envoyer des armes à la Russie. Très certainement, les États-Unis ont des indications. Ils ont des renseignements que nous n'avons pas sur une possibilité pour les Chinois de donner en loose day, si vous me passez l'expression, discrètement, sans trop le dire, des armes. Parce que le risque, je souscris tout à fait à l'analyse de M. Rosenblatt, mais le risque quand même pour les Chinois, c'est d'apparaître comme l'allié politique d'un loser. Voilà, c'est ça quand même le risque, parce que effectivement, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Russes, c'est quand même une sacrée déconvenue de leur puissance militaire. Pour un État
qui fonde toute sa légitimité, toute sa crédibilité sur la force. L'État russe, c'est l'apologie de la force. Oui, la force, la puissance. La force à tous les... Vous voyez des gens dans la rue se verser des seaux d'eau sur la tête, ça n'a d'autre explication que par une apologie de la force et de la violence et du mépris de la mort, et etc., etc. Bon, est-ce que c'est vraiment à cette image-là que la Chine veut associer sa propre image? J'en suis pas sûr. Je crois que la Chine aspire à la respectabilité, à l'ordre international, à la non-ingérence, à l'intégrité des frontières. Donc, il y a quand même une espèce de triangle d'incompatibilité entre l'alliance politique, les réalités économiques et puis la réalité militaire. Avec Moreau, il nous reste 30 secondes avant de voir le décryptage LN24+. Quelque chose qui me frappe personnellement, c'est le décalage entre, d'une part, un président Poutine bunkérisé, c'est que 60 000 personnes chargées de sa protection, qui ne sort pas de ses bunkers, qui se déplace maintenant plus en avion, uniquement en train blindé, et puis des leaders occidentaux et ukrainiens qui vont sur place, qui vont sur le front pour Zelensky, Joe Biden qui va sur un pays en guerre. Il y a quand même un contraste. Alors, je sais bien que ça va laisser indifférents totalement les Russes, mais pour le reste du monde, il y a quand même un décalage. Là, franchement, moi, je me poserais des questions de savoir de quel côté et dans quel camp je veux être, de ceux qui sont braves. Et c'est un point de vue intéressant à mettre en exergue. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition spéciale.